Faïd Bey, le poète, l'auteur de cette romance sur l'invincible. Pourquoi ne t'ai-je pas aimé? Tu es libre, toi. Tu n'as pas, comme Abdul Medji, un harem plein de femmes amoureuses. Tu peux choisir une épouse et l'aimer franchement, devant Allah et devant les hommes. Que dis-je? Le pauvre garçon se meurt peut-être en ce moment, où mon esprit conçoit de si folles pensées. Gul Hanoum s'était à demi relevée sur le sofa. Elle vit sa nourrice qui, le dos tourné, donnait à voix basse quelques ordres à une esclave. N'apprêtez point sa toilette, c'est inutile. Elle n'ira pas à la soirée de la sultane validée, disait-elle. L'esclave sortit et Nazik revint vers sa jeune maîtresse, qu'elle trouva assise et les yeux grands ouverts. « Vous êtes réveillée, chère Gul ?» demanda-t-elle avec sollicitude. « Je n'étais pas endormie, je priais. » La tête cachée dans vos oreillers, singulière manière de prier Allah, convenez-en. Que disais-tu tout à l'heure à Félicnaz, nourrice, de ne point préparer mon entaré de bal? Vous ne comptez pas aller chez la validée, sultane, avec votre entorse, je pense. Tu sais bien, Nazik, que je n'ai point mal aux pieds. Tu ne m'as pas vu courir au Sélamlik tout à l'heure? Sans cela, tu serais édifié sur la gravité de mon entorse. C'est égal, bien ou mal portante, vous ne pouvez pas y aller. Vous ne devez pas y aller, souligna Nazik, en regardant sévèrement sa maîtresse, qui se sentit frémir. Vous avez 2 bonnes raisons pour vous excuser auprès de son Altesse, la sultane mère. L'entorse, prise au jardin du sultan Ahmed, et l'émotion que vous a causée tout à l'heure, que vous a causé tout à l'heure l'attentat dont votre père aurait pu être victime. Avez-vous des nouvelles de Faïd Bey? Demanda Gul Hanoum, qui n'osait insister sur son envie d'aller au bal, maintenant que Nazik connaissait son secret. La blessure est grave, mais pas mortelle. Dans une 20aine de jours, le jeune poète pourra écrire de nouvelles romances. Quel brave et excellent cœur que ce Faïd, continua l'Arménienne, enchantée de détourner l'attention de Gul Hanoum. Quelle différence avec... Un regard de la jeune fille arrêta sur ses lèvres la comparaison qu'elle voulait faire. Il était dit que ce jeune homme serait sans cesse un bon ange pour nous, continua-t-elle. À Brousse, il nous sauve de l'orage. Ici, il offre sa poitrine au devant des coups qu'on voulait porter à Izzeddin Effendi. Il a sauvé la vie de mon père, et je lui en serai éternellement reconnaissante, répondit Gul, ne voulant pas faire allusion à la nuit de Brousse. J'ai du reste entendu parler de lui par Azibeh. Faïd Bey est un ami de Djellal. Il faisait toujours partie des mêmes orgies, ajouta-t-elle ironiquement. Azibeh Hanoum demande à voir Gul Hanoum, dit une esclave, en ouvrant la porte et coupant court ainsi à toute explication pénible entre la nourrice et la jeune fille. « Ma cousine, faites-la vite entrer » s'écria Gul en se levant et courant à la rencontre de la visiteuse. « Quel miracle me vaut le plaisir de t'embrasser » dit-elle en recevant Azibeh dans ses bras. « Comment Réchid Mollah t'a-t-il enfin permis de venir » Azibeh paraissait très troublée, très joyeuse aussi de voir sa cousine, et elle la regarda tendrement pendant quelques minutes avant de lui répondre. La nouvelle du malheur qu'a esquivé le cheikh Ul Islam parcourt Stamboul avec la rapidité de l'éclair. À peine Réchid Mollah en a-t-il été instruit qu'il m'a fait dire d'aller immédiatement te porter ses vœux, tandis que lui et Djellal se rendaient chez ton père pour le complimenter. Lui et Djellal? Que dis-tu? Serait-il enfin réconcilié? Oui, ma chérie. Et tu vois, dans la triste Azibeh, la plus heureuse des fiancées. Dans 15 jours, j'épouse Djellal. Dieu soit loué, s'écria Gul avec une véritable joie et embrassant de nouveau sa cousine. Tu méritais bien le bonheur. Il est tout naturel qu'il vienne à toi. Quant à moi, reprit-elle plus bas et plus tristement, j'ai eu ma part de joie en ce monde. Je n'en attends plus. Nazik s'était retirée discrètement pour laisser les jeunes filles seules. Elle savait qu'Azibeh
avait des confidences à faire et ne voulait pas s'imposer à ces épanchements de jeunesse, si loin maintenant de son cœur. Azibet n'avait jamais entendu sortir de la bouche de sa cousine que des paroles gaies et des maximes encourageantes. Elle crut un instant que la nouvelle de son mariage l'avait contristée. Le bonheur des autres ne semble-t-il pas parfois jeter une ombre sur le nôtre? Se méprenant sur le sentiment qui avait dicté la réponse de Gül Hanum, elle lui prit tendrement la main et lui dit « Tu connaîtras aussi ce bonheur-là, chère Gül, avoir un fiancé adoré, dont on est fier et qui nous a sacrifié ses maîtresses et ses plaisirs de jeunesse. Ton cœur s'ouvrira un jour à l'amour et tu palpiteras comme moi au nom de ton bien-aimé. Au seul bruit de ses pas, tu sauras le reconnaître. Et pour lui serrer la main dans l'ombre, pour sentir ses lèvres appuyées sur ton front, tu braveras la surveillance jalouse de tes esclaves et le courroux de ton père. Mais qu'as-tu donc, chère âme? Tu pleures? Je comprends. Je te fais envie. Non, Azibet, tu te trompes. Ce n'est pas l'amour que je désire connaître. Ce n'est point un fiancé qui sera bientôt un époux qui me fait envie, murmura Gül en croisant ses mains avec désespoir. Hélas! Je n'ai plus rien à apprendre sur le chapitre de l'amour. J'aime. Cela te fait sourire, ma pauvre Azibet, parce que tu crois que j'aime comme toi un brave musulman qui brigue l'honneur de m'épouser. C'est affreux ce que je vais te dire là. Peut-être te ferai-je frémir. Celui que j'aime n'est point libre. Et voulut-il me prendre pour femme, je n'aurai jamais que la 10e partie de son palais et de son cœur, car il a déjà des femmes, il a déjà des enfants. Gül s'arrêta, suffoquée par les larmes, et cacha sa tête sur l'épaule d'Azibet, qui la couvrit de baisers. Tu n'as pas besoin de me dire son nom, dit-elle. Je te devine. Faïd Bey, qui t'aime follement, a parlé à Djellal de cette passion malheureuse que le sultan ressent pour toi. J'espérais seulement qu'elle ne fût pas partagée. Je te fais horreur, n'est-ce pas, Azibet, toi, la pure, la sévère musulmane? J'ai une excuse, vois-tu. J'ignorais qui il était. Sans cela, tu n'aurais pas été plus maîtresse de toi qu'aujourd'hui. L'amour est un flambeau sublime. Il éclaire les cœurs, mais finit par les consumer. La première étincelle qui, lancée d'un regard couve et grandit dans nos cœurs, y allume un incendie. Quand on s'aperçoit du désastre, il est trop tard pour y remédier. Alors tu me pardonnes? Tu me plains, cher Azibet? Tu ne m'assures pas de me guérir comme Nazik, qui envenime ma douleur par ses sarcasmes? Je ne t'assure rien, mais j'espère toujours. Quand on a une âme noble et fière comme la tienne, il y a encore un remède. Lequel? L'orgueil. Tu iras ce soir au bal de la Validée. Écoute-moi bien. Tu te feras belle et digne, comme il convient à une fille de ton rang. Tu dissimuleras ta joie, ton amour, ta douleur. Me le promets-tu, Gül? Je te le promets. Chapitre 23. Lorsque la Validée sultane donne un bal, tout Stamboul élégant frémit de joie. Il faut dire que ces fêtes sont assez rares dans l'année et que l'occasion de mettre une entarée nouvelle n'est point pour les orientales comme pour les parisiennes une manière honnête de ruiner un mari. Dans les harems de l'aristocratie musulmane, femmes, filles et sœurs de fonctionnaires du gouvernement, on travaille assidûment pendant plusieurs jours à la confection de ces toilettes qui sont composées le plus souvent de soie de lion à grand ramage, assemée de fleurs de velours, étoffes voyantes tissées expressément pour l'Orient et dont on ferait en France des fauteuils. Les jeunes femmes nouvellement mariées, pour se donner un air européen, couvrent de fleurs d'oranger leurs robes roses, mauves ou bleues. Rien de plus grotesque que ces guirlandes de fiancées chrétiennes couvrant la tête des musulmanes
enceinte quelquefois de plusieurs mois, qui ignore le symbole de virginité qu'elle porte si étrangement. Les joailliers du bazar ont aussi fort à faire. Ils louent et vendent des bijoux à profusion et parfois se trouvent obligés de recourir à leurs confrères de Péra, tant leur magasin est mis au pillage par les belles musulmanes. Le 16 mai 1861 est une date que les nobles femmes turques ne peuvent oublier. Elles racontent encore aujourd'hui les détails de cette fête splendide où femmes, fleurs, bijoux, lumière furent prodigués au sérail comme dans un conte de fées. Dès 8 heures du soir, une longue file d'équipages s'engouffrait sous la grande porte d'Eskissérail. Les jardins du palais, éclairés par des feux de Bengale, voyaient passer comme des ombres les hanoums, coquettes, chaussées de sandales de velours, enveloppées de burnous de soie qu'elles laissaient dans leur voiture avec leur voile. Au bas de l'escalier de marbre, couvert de tapis de Smyrne, et où brûlait une quantité de bougies contenues dans des gondoles en verre de Venise, une nuée de jeunes esclaves vêtus de blanc et portant à leur chapska de gaz le croissant impérial recevaient les invités. Invités EES, esclaves au féminin. Chaque nouvelle arrivée, dont on déployait la traîne de satin, et à laquelle on enlevait le yakmak et le burnou, était conduite devant une grande glace ornée de feuillages. Là, elle jetait un coup d'œil sur sa toilette pour s'assurer qu'elle n'avait subi aucun dommage. Les esclaves du sérail veillaient elles-mêmes à ce que rien ne manquât dans la parure des nobles hanoums. Cet examen minutieux passé, l'invitée était conduite au salon de la validée, soutenue sous un bras par une directrice d'esclaves. On traversait ainsi plusieurs galeries magnifiques éclairées par des lustres de cristal. Les unes étaient tapissées à l'européenne de panneaux de satin et de glaces immenses, mais la plupart étaient du plus pur style arabe. Murs et plafonds couverts d'arabesques, de devises, portes et fenêtres cintrées, voilées de portières persanes, épais tapis de Smyrne, sofas bas en damas brochés d'or et tables de nacre recouvertes de châles persans et indiens. Le salon où se tenait la validée sultane et les 7 femmes d'Abdul-Medji était dans le genre oriental que je viens de décrire. Colonnettes de marbre vert et rose, soutenant de légères arcades en mosaïque, plafond de miroirs taillés et peints, qui reflétaient les candélabres en cristal de roche, scintillant de lumière, sofas de brocart d'or à fleurs de soie brodée, placés tout autour du salon, et riches tapis couvrant le plancher. Au milieu de cette pièce carrée, un petit bassin de marbre, entouré d'un parterre de fleurs, élevait jusqu'au plafond ses gels liquides. Point de bibelots, de meubles ou de tableaux dans cette demeure princière, mais un grand luxe de broderies d'or et de fleurs d'argent, cousues sur les rideaux et les coussins, une grande profusion de couleurs vives, de lumière, de parfums. Un orchestre féminin, installé dans une des galeries, faisait entendre les airs les plus en vogue, pendant qu'une longue file de jeunes femmes et de vénérables cadines venaient saluer leurs altesses. Ce que les pachas avaient fait le matin à Sultan Ahmed, les hanoums le répétaient le soir au vieux sérail. La validée sultane, belle encore malgré ses 50 ans, vêtue d'une entarée de brocart rouge à fleurs d'or, le corsage, la ceinture, les bras et le chapska constellé de diamants, s'était placée au coin du sofa. Nonchalamment étendue, elle tenait d'une main le tube de son narguilé
enrichi de pierres précieuses, et de l'autre, un grand éventail de plumes de paon qui lui servait à dérober son visage au Hanoum qu'elle ne trouvait pas digne d'un regard. Une esclave était agenouillée à ses pieds. Les femmes d'Abdul-Medji avaient chacune un sofa séparé, et l'on venait les saluer par rang de maternité. Ainsi, la mère de Mourad Effendi, le fils aîné, géorgienne aux yeux de velours, aux cheveux de jais, passait avant la mère d'Abdul Hamid, et ainsi de suite. Toutes ces femmes que leur beauté avait élevées à ce haut rang étaient affectées d'un certain embonpoint, que leur vie sédentaire ne faisait qu'accroître chaque année. Les femmes orientales ne sont véritablement belles que de 15 à 18 ans. À peine la maternité les a-t-elle effleurées qu'elles vieillissent de 10 ans dans l'espace de quelques mois, leur forme perdue ne reprenant jamais plus leur contour élégant et svelte. Plusieurs centaines d'invités, EES, étaient déjà venus s'incliner devant les sultanes, lorsque Gül Hanoum, soutenue par la seconde femme de son père, entra dans le salon d'honneur. La fille du cheikh Ul Islam avait tenu parole, elle était belle. Son entaré en gaze d'argent l'enveloppait de longs flots brillants. Ses bras nus et sa poitrine couverte de colliers apparaissaient dans toute leur sculpturale blancheur. Quant à son front, légèrement pâli, il était couronné d'un diadème de rubis qui en faisait le plus joli type de reine qu'eût envié un royaume oriental. Elle s'avança jusqu'au pied de la validée et, s'inclinant profondément, posa avec dévotion un baiser sur le pan de l'entaré brodé porté par la sultane. La mère de celui qu'elle aimait lui inspirait un profond sentiment de respect et d'affection. Aussi lui rendit-elle hommage avec une véritable vénération. La validée daigna sourire à cette jolie tête inclinée devant elle. « Vous direz à votre respectable père que j'ai appris avec une profonde horreur qu'un fanatique a osé lever la main sur lui. Mais j'ai été bien heureuse en sachant qu'un de nos fidèles l'a préservé de la mort. J'en remercie Allah. » Gül salua. Le décorum l'empêchait de répondre à la validée sans y être invité. Il fallait encore aller s'incliner devant les femmes du sultan. Cette obligation était certes celle qui coûtait le plus à l'orgueil de la jeune fille. Elle n'enviait pas le titre de ses sultanes, mais elle enviait la maternité, qui leur avait valu ce titre à l'amour et à la reconnaissance d'Abdul-Medji. Sa main frémit dans celle de sa belle-mère quand elle se dirigea vers la première femme du sultan. Son cœur battait à se rompre. Il lui semblait que la sultane pouvait lire dans ses yeux la passion insensée qu'elle ressentait pour son époux. Mais Gül Hanoum n'eut point la peine de saluer la princesse Fatmé, une nuée de nuques étant arrivée à cet instant pour annoncer l'arrivée du sultan. Les sultanes se levèrent précipitamment, respectueusement inclinées, au seuil de la porte par laquelle devait entrer Abdul-Medji. Gül Hanoum se rappela alors le conseil de sa cousine Azibeh. Refoulant au fond de son cœur, par la force de sa volonté, l'émotion qu'elle y sentait naître et appelant à son aide l'orgueil, ce génie qui inspire si mal les hommes et qui sauve parfois les femmes, elle se dit que si elle cédait à son amour pour le sultan, il viendrait un jour où, reléguée au harem comme un joyau dans son écrin, elle ne sortirait qu'au jour de grandes fêtes et devrait s'incliner ainsi à la suite de ses 7 femmes. Cette pensée passa comme un glaive dans son cœur. Être le jouet d'un caprice, elle, l'invincible, la pure, la loyale Gül Hanoum, la fille vénérée du cheikh Ul Islam, jamais. Et pourtant,
lorsque Abdul-Medji parut, appuyé au bras du Kiz Agassi, ne cherchant du regard dans tous ces beaux yeux fixés sur lui que les yeux baissés de Gul. Celle-ci se sentit défaillir. Il était si blême, si affaibli depuis la nuit de brousse. Son riche uniforme faisait ressortir davantage sa maigreur. Il avait l'air si souffrant qu'elle en eut pitié. Tandis que les sultanes agenouillées baisaient le bord de l'habit d'Abdul-Medji, Gul, incliné aussi sur son passage, rencontra la main du sultan sous ses lèvres. Cette main décharnée tressaillit au contact de sa bouche brûlante de fièvre. Lorsqu'elle se releva, Abdul-Medji était assis auprès de sa mère. Il lui parlait, et la jeune fille crut qu'il lui parlait d'elle. En effet, pendant que les esclaves de la validée chantaient dans la pièce voisine une chanson mélancolique, son Altesse fit signe à Gul-Hanoum de s'avancer. La jeune fille apparaissait pour la seconde fois au sultan à visage découvert. La première fois, croyant parler à un ange, elle avait dédaigné de se voiler. Maintenant, elle suivait la règle musulmane qui n'admet d'exception qu'en faveur du souverain. Le chef de la religion peut voir toutes les musulmanes sans offenser Allah, privilège que Mahomet s'était réservé et que tous les sultans ont trouvé bon de conserver. Tandis qu'Abdul-Medji, oubliant ses souffrances et la toux opiniâtre qui déchirait sa poitrine, dévorait des yeux la douce figure de Gul-Hanoum, la jeune fille considérait avec tristesse les ravages que la maladie avait faits sur le sultan. Ce n'était plus de l'amour qu'elle ressentait pour lui, cet amour qui glissait jadis dans ses veines comme un torrent de feu, non. C'était une tendresse infinie, unie à une profonde pitié. Cette tête si belle, si majestueuse, qui se penchait langoureusement, ce regard profond, où apparaissaient peut-être les derniers rayons de la vie, ne lui inspirait plus qu'un sentiment tendre et douloureux. Aussi s'avança-t-elle sans trembler vers lui, souriant péniblement, car, par un rapprochement singulier, Gul pensait en ce moment que les deux hommes qu'il aimait le plus au monde, Abdul-Medji et Faïd Bey, étaient tous deux près de la tombe. « Je suis heureux de vous revoir, mon enfant, dit le sultan à demi-voix. Je n'ai plus beaucoup de jours à vivre. Mais quand vous êtes là, je crois que je suis immortel. Les immortels n'ayant point de joie comparable à celle que je ressens aujourd'hui. Le chant des esclaves, la conversation des sultanes, isolaient dans la foule Abdul-Medji et Gul-Hanoum. Ils étaient assis face à face, lui sur le divan, elle affaissée sur un coussin à ses pieds, assez près l'un de l'autre, pour que leurs paroles ne fussent entendues que de seuls. « Vous vivrez, Majesté. Pourquoi douter de la bonté d'Allah » murmura la jeune fille d'une voix tremblante. « Vous êtes jeune encore. Vous êtes bon. Aimé. » Elle baissa les yeux en disant cela, de peur que le sultan n'y lût point l'espérance qu'elle lui offrait. Hélas, Gul-Hanoum, je n'ai plus le loisir de me laisser tromper, non sur les sentiments de ceux qui s'intéressent à moi, mais sur le temps que j'ai à en jouir encore. Dans toute mon existence, qui compte le double de votre âge, je ne me suis jamais senti jeune, bon ou aimé. J'ai vécu plus que les autres, mais je n'ai pas joui de la vie. J'ai fait du bien sans en éprouver de joie. J'ai été aimé sans connaître l'amour. Non, je me trompe, je l'ai connu, enfin, trop tard. Une fleur effeuillée ne peut plus recueillir ses pétales épars. Une vie gaspillée ne peut plus avoir un instant de bonheur. Le bonheur, pour être réel, doit être durable. Et je vous vois ce soir pour la dernière fois. Ne parlez pas ainsi, Seigneur, disait Gul, dont les mains se tordaient convulsivement. Allah m'est témoin que je donnerai toutes les années que me réserve l'avenir pour voir votre Majesté
heureuse et guérie. Merci, Gulanou, merci, mais levez-vous. Voici 10 minutes que je vous parle, et déjà on nous a regardés 100 fois. Je crains pour vous la jalousie des sultanes. Gulanoum s'était levé et saluait le sultan en prenant congé de lui quand celui-ci lui dit à voix basse « Si vous avez pitié de moi, allez vendredi prochain à Beïkos et demandez à visiter le pavillon. » « Je n'y manquerai pas, » répondit Gul qui s'éloigna. Elle n'avait pas conscience qu'elle venait d'accorder un rendez-vous au sultan. Il était malheureux, souffrant. N'avait-il pas droit à son amitié, à son respect? Gul Hanoum n'assista point aux danses voluptueuses des almées égyptiennes. Elle rentra à son konak quand les belles retardataires arrivaient encore au vieux sérail. Chapitre 24. Près des mosquées, il existe toujours de petits jardins réservés aux tombeaux des mollahs et des servants. Les jardins sont entourés de grilles de fer où les roses grimpantes s'enlacent, seul embellissement de ces demeures. Oui, il parle des tombeaux qui sont autour des mosquées, des tombeaux des mollahs, tu vois, voilà. Donc je continue. Oh ben mince, voilà. Demeure funèbre. De grandes pierres posées toutes droites et ornementées d'or et d'azur, des versets du Coran étant gravés sur les pages blanches, sont surmontés d'un fez et d'un turban. Ces pierres indiquent la place d'un homme qui a vécu, comme si la crainte de l'oublier trop vite obligeait à lui marquer une place durable, ne fût-ce qu'un tombeau. De petites lampes suspendues brûlent continuellement sur les tombes. La pluie les éteint quelquefois, image des larmes de l'homme, qui éteignent la flamme de son bonheur. Et les fleurs, croissant en désordre dans cet asile de la mort, rappellent que l'existence la plus humble trouve toujours, aussi limitée que soit sa route, un grain d'encens et une lueur d'amour. C'est dans un de ces cimetières qu'Azibé Hanoum se rendit avec ses esclaves 8 jours après le Bairam. Jamais ciel plus pur, soleil plus vif, air plus doux n'avait passé sur Stamboul. Dans les arbres au feuillage touffu gazouillaient des milliers d'oiseaux, et sur l'herbe veloutée qui encadrait les tombes, les fleurs passées s'effeuillaient en les marbrant de taches roses. C'était une de ces journées où la nature sourit et semble prendre un air de fête, où l'esprit le plus fatigué se repose avec bonheur sur le tableau magique et changeant dont la bonté du Créateur l'entoure, où le cœur palpite avec plus de force, pressant le battement de nos artères et décuplant notre vie. En vérité, pour pleurer sur un tombeau, le moment était mal choisi. Les pierres étaient tièdes comme les joues d'une jeune fille, les lampes brillaient limpides à travers leur globe de cristal, et dans ce petit jardin parfumé, on aurait plutôt cueilli des roses pour le corsage d'une amante que pour en faire une couronne sépulcrale. Azibé était entrée dans le mésalique où se trouvait le tombeau de son fiancé Téfik. Elle s'y était agenouillée, posant un instant son front sur l'inscription arabe, mais de ses lèvres entr'ouvertes dans un baiser pieux, aucune prière ne vint éclore. Pas une larme n'humecta ses yeux. L'ombre du jeune homme ne semblait nullement attrister son infidèle cousine. Les esclaves d'Azibé Hanoum s'étaient accroupis dans la cour de la mosquée et mangeaient des loukoums que le mollah de service leur offrait, souriant lui-même aux babilles des jeunes filles. En levant les yeux de la demeure terrestre de Téfik à sa demeure céleste, Azibé se dit que vraiment, il devait être bien heureux dans ce beau ciel bleu si lumineux, dont l'immensité se déroulait au-dessus de sa tête, que de magnifiques jardins, dans ce paradis promis aux croyants, que de belles houris
dont le regard seul suffit à enflammer les cœurs et enivrer les sens. Quels ombrages mystérieux, éternellement verts, sous lesquels on se repose avec délice. Quelle musique harmonieuse captive l'âme, en la faisant vibrer comme les cordes d'une lyre. Paradis, murmura Zibet, horizon de notre espoir, but de notre vie, espérance dans nos maux, récompense de nos bienfaits, quels charmes sont les tiens? Comment comparer cette terre misérable à ta grandeur? Notre soleil auprès de ta lumière doit sembler un caillou auprès d'un diamant. Que sont nos beautés passagères et imparfaites devant tes filles divines? Nos fleurs qui ne durent qu'un jour aux tiennes, qui fleurissent une éternité. Je n'ose lever ma tête hardie vers ce radieux séjour où tu habites, mon cher Théphik, car je trouverais peut-être trop long le moment d'aller t'y rejoindre. La jeune femme, après avoir fait ses réflexions dictées par un beau jour d'été, se leva pour aller retrouver ses esclaves. Elle n'avait pas prié, elle avait rêvé, et de ses rêves une réalité tranquille et sage était née. Elle sentait maintenant la distance qui sépare l'âme libre de l'âme humaine, entre lesquelles aucun autre lien que celui du souvenir ne peut exister. Si une tombe marque sur terre la place de l'ami absent, dans le ciel, un monument semblable marque peut-être la place de l'ami qui doit venir. Nous pleurons, nos morts nous sourient, nous les regrettons, ils nous attendent. Pourrait-on douter de l'avenir quand c'est Allah qui le promet par la voix infaillible de son prophète? Azibet, craintive et hésitante en se rendant au Mézarlik, en revenait gaie et souriante. Le cadre ensoleillé qui avait frappé ses regards dans ce petit jardin des roses, que n'eût point dédaigné de chanter Saadi, avait suffi pour transformer ses pensées. Les yeux ne sont-ils pas le miroir où se reflète notre esprit et où il puise toujours ses sentiments les plus doux? Nous avons promis d'aller voir Remsi Hanoum et Nedjibet, dit la jeune fille en s'approchant de la cadine qui l'accompagnait. Puisque nous passons devant leur porte, ne devons-nous pas y frapper? Allons-y si vous voulez, Hanoum, quoique la vue de ces deux femmes ne me soit pas agréable. En tout cas, n'y buvez pas de café. Quoi? Tu craindrais que Nedjibet? Folie! On n'empoisonne pas une femme qu'on connaît à peine. Vous êtes sa rivale, Hanoum, et la haine couve souvent sous un regard humblement baissé devant nous. Azibet, malgré la prévention que la vieille cadine pouvait avoir contre la nourrice et l'esclave de Djelalbé, poussa la porte du haremlik qui était entrebâillée et pénétra chez Remsi Hanoum. Elle n'avait pas fait 3 pas dans le corridor qui mène au salon de réception qu'elle reculait déjà, pâle et terrifiée. Elle venait d'apercevoir son fiancé auquel Nedjibet baisait la main. La vue de Djelalbé lui fit rebrousser chemin. Hélas, elle ne s'attendait guère à le rencontrer là. Cette Nedjibet avait donc encore de l'empire sur ses sens, si ce n'était sur son cœur? Azibet Hanoum sortit du konak de Remsi sans être vue comme elle y était entrée. La vieille cadine, qui la suivait avec peine, tant son allure était précipitée, tâchait de la rassurer sur la fidélité de son cousin, employant, non sans succès, les arguments un peu naturalistes que les femmes turques possèdent pour excuser les faiblesses de leur mari. Azibet ne demandait pas mieux que de croire à l'amour de Djellal, son dune, qui devait avoir lieu quelques jours après. Ne lui garantissait-il pas son amour? Quant à Djelalbé, il était réellement moins coupable que ne le supposait Azibet. Il avait chargé sa nourrice, Remsi, de tous les achats nécessaires à son mariage, de tous les cadeaux dont il voulait combler sa charmante fiancée. Et il venait lui apporter de l'argent pour aller au bazar, quand Nedjibet
sortant inopinément du harem, se présenta à ses yeux à la place de Remsi Hanoum. « La Cadine n'est-elle pas là ?» demanda Djellal, assez embarrassé de la brusque apparition de sa maîtresse qu'il n'avait pas vue depuis sa réconciliation avec son père. « Remsi va venir, dit tristement Nedjibeh, en baisant le bord du paletot de Djellal Bey. Hélas, Bey Effendi, ma présence vous est-elle devenue tout à coup si désagréable que vous ne daignez pas jeter les yeux sur votre esclave ? Non, cher Nedjibeh, en vérité, ce n'est pas cela. Je suis très pressé aujourd'hui. Aussi ne viens-je pas vous faire des reproches ou vous ennuyer par des lamentations inutiles. 2 choses que les hommes ne pardonnent pas aux femmes qu'ils délaissent. Non, Djellal Bey, je ne vous dirai rien, seulement pouvez-vous me refuser la joie de vous voir, à moi qui pendant 2 années ai connu la douceur de votre amour? Puis-je oublier si vite, et comme vous, n'en avoir plus souvenir? Laissez-moi vous dire seulement que jamais cœur de femme ne ressentit passion plus profonde et plus vraie que celle éprouvée par la pauvre Nedjibeh. J'espérais que tu te consolerais, mon enfant. Ne savais-tu pas depuis longtemps que je devais épouser ma cousine? Je le savais, oui, Bey Effendi, comme le condamné sait qu'il doit mourir. Mais, semblable à lui, je m'illusionnais sur la pitié d'un homme. J'appréhendais chaque matin de perdre votre disgrâce, et chaque soir je m'endormais en me consolant dans votre amour passager. Oui, j'ai eu tort, j'en conviens, pardonnez-moi, que voulez-vous? Esclave ou noble Hanoum, Allah nous fit un même cœur. S'il créa si différemment nos destinées, nous sommes la plume qui flotte au vent de vos caprices. Elles sont la fleur chérie dont vous embaumez votre vie. Soyez heureux, Djellal Bey, que votre fiancée soit heureuse, continua Nedjibeh en s'inclinant devant l'officier. Je ne vous rends pas responsable de mon avenir brisé, de mon cœur déchiré. N'est-ce pas encore une jouissance que de souffrir par ce qu'on aime? Les yeux noirs de Nedjibeh eurent un éclair sombre quand Djellal, tendant la main, lui dit avec douceur: « Ma pauvre fille, je t'ai dotée, je t'ai donné un époux, c'est tout ce que je pouvais faire pour toi, oublie-moi, sois résignée. » « Oui, résignée, c'est la devise d'une esclave, je le serai. » Nedjibeh s'était levé en baisant la main de son maître. C'est à ce moment-là qu'Azibeh l'aperçut. « Allons, va chercher Remsi, reprit Djellal. J'ai hâte de voir les cadeaux que l'on doit porter ce soir à ma cousine. » Nedjibeh rentra au harem et revint bientôt suivi de Remsi, qui était là devant le jeune homme, les pièces soyeuses des étoffes de brousse, un collet d'ambre orné de rubis et un flacon de parfum au bouchon ciselé. Ce flacon attira particulièrement l'attention de Djellal, qui en trouva le travail merveilleux et le parfum exquis. Il ordonna de le faire porter de sa part à Azibeh Hanoum et prit congé des 2 femmes. Au moment où il allait franchir le seuil de la porte, Nedjibeh courut après lui pour baiser encore le pan de son manteau et dit avec une expression que le jeune officier ne put définir: « Adieu pour toujours, maître adoré, et sans rancune. » Chapitre 25. Beykoz, ou l'échelle du grand seigneur, est un des plus beaux villages asiatiques qui borde le Bosphore. Le mont géant domine une vallée ombrée où coule un ruisseau limpide, promenade très fréquentée par les osmanlis. Au pied de la montagne qui descend à pic vers la mer, bien au fond de la vallée fleurie, le sultan Abdülmecid se faisait bâtir un pavillon. Le sultan avait, comme tous ses prédécesseurs, la manie d'avoir toujours un palais en construction, depuis qu'une prédilection des plus erronés assurait qu'un padicha ne pouvait mourir tant qu'on lui construisait une habitation. Abdülmecid, à ce compte-là, aurait dû être parfaitement tranquille sur la durée de son existence, puisque l'on venait à peine d'achever le magnifique palais de Dolmabahçe et qu'on commençait à édifier Tokateh à Beykoz.
C'était ce pavillon, perdu sous une forêt de platanes, que le sultan avait chargé Faïd Bey de surveiller. Et comme les bâtisses en bois s'élèvent par enchantement, depuis 1 mois que le jeune poète était à Beykoz, le kiosque grandissait rapidement. Les jardins se dessinaient remplis de fleurs, de colombes, les favorites du sultan, et un ruisseau coupé par de petits ponts rustiques serpentait au milieu de la pelouse. Le pauvre poète, plus amoureux que jamais, avait passé là un bien triste Ramazan. La beauté du site qui l'entourait, doré par le soleil de mai, n'avait pu l'égayer. Les poètes ont cela de commun avec les femmes que, l'imagination jouant un grand rôle dans leurs affections, l'absence, au lieu de les attiédir, les excite parfois jusqu'à la folie, la solitude étant une bien mauvaise conseillère quand on est amoureux. Plein de vie et d'amour, Faïd Bey pensait plus souvent à Gül Hanım depuis qu'il en était séparé. Il avait bien, selon l'avis de son ami Djellal, envoyé au konak du cheikh Ul Islam les plus belles fleurs du jardin impérial et les plus doux accents de sa lyre, mais comme tous ces envois étaient restés sans réponse, Faïd en tirait une fâcheuse conclusion pour lui. Gül Hanım pouvait-elle faire attention à un simple courtisan lorsque le sultan daignait s'occuper d'elle? Dans son humeur jalouse, il ne réfléchissait pas que pour la fille du premier mollah de Turquie devenir la 8e femme d'Abdülmecid, souffrant et fantasque, n'était pas un avenir digne d'envie. Que le sultan, en mourant, condamnait par la loi ces femmes à un éternel veuvage, eussent-elles 20 ans, et ne les eût-il vues qu'1 heure. Autant les familles musulmanes briguent, pour leurs filles, l'alliance d'un jeune sultan, autant elles la repoussent quand celui-ci est près de céder son trône de par la mort à son successeur. Depuis qu'Abdülmecid était revenu de Brousse et avait refusé le mariage annuel à Top Hané, on le considérait presque comme un homme fini. Ce n'était plus qu'une question de temps et son jeune frère, Abdülaziz Effendi, voyait venir peu à peu à lui cette race de courtisans néophiles qui sont toujours les premiers à abandonner un souverain pour aller en saluer un autre, pareil aux débris d'un palais brisé qui servirait à en fonder un nouveau, et se rencontre sous tous les règnes et dans tous les pays. Quelques fidèles étaient seuls restés auprès du sultan. Hâtons-nous de dire que Faïd Bey était de cela. Cette désertion de ses courtisans, jadis empressés à lui complaire, prévint encore plus vite Abdülmecid de sa fin prochaine que les ravages de la maladie qui les minait. On voit que l'hiver approche quand les hirondelles s'enfuient, disait à ce propos le sultan Abdülmecid. Je vois que ma fin arrive par ceux qui s'éloignent de moi. Faïd Bey était resté 40 jours à Tokaté. Il avait vécu tout entier entre son amour pour Gül Hanım et son dévouement aux ordres de son maître. Les bruits de la politique ne l'avaient même pas effleuré. Aussi, lorsqu'il se rendit à Sultan Ahmed pour saluer Abdülmecid, fut-il effrayé des progrès que la maladie faisait sur le padishah. Il avait presque en même temps aperçu Gül Hanım, et cette vue lui fit oublier le sultan. Enivré par la présence de la jeune fille, voulant à tout prix la revoir encore, il avait suivi sa voiture quand elle s'était éloignée de la mosquée, et il était resté au seuil du konak du cheikh Ul Islam, retenu par une force supérieure à sa volonté, la force du destin. C'est ainsi que Faïd s'était trouvé dans la foule sur le passage d'Izzeddin Effendi et avait vu le fanatique Begirci s'élancer sur le mollah. Ne pouvant l'arrêter, il s'était jeté au-devant de lui et avait reçu la blessure destinée au cheikh Ul Islam. Jamais douleur ne fut plus douce et coup de yatagan plus béni que celui-là. Mourir pour Gül Hanım eût été le plus cher de ses rêves, après celui de vivre pour elle. En sauvant son père,
Ne devenait-il pas tout à coup d'étranger d'inconnu, un ami, un bienfaiteur? Aussi, quand couché sur les tapis qui lui servaient de lit, il avait vu s'approcher la jeune fille, toutes les souffrances physiques qu'il ressentait s'évanouirent par la puissance de ce regard aimé qui se penchait sur lui. Que d'actions de grâce il rendait tout bas à Allah, de l'avoir placé si à propos pour servir de bouclier au noble vieillard que la haine sourde d'un peuple fanatique ne respectait plus. Pendant 8 jours, Faïd Bey était resté couché dans la chambre d'Izzeddin Effendi, soigné par ses esclaves et son médecin, recevant chaque jour sa visite et, faveur plus précieuse encore, entendant sans cesse parler de sa bien-aimée. Elle demandait de ses nouvelles, elle s'intéressait à lui. N'était-ce pas 1000 fois plus qu'il n'en demandait? Être indifférent à celle qu'on aime est une des plus tristes déceptions qu'on puisse éprouver. N'a-t-on pas dit souvent plutôt la haine que l'indifférence? Le vendredi qui suivit le Bayram, Gül Hanım, ayant manifesté le désir d'aller passer la journée au Yali que son père possédait à Beykoz, et le cheikh Ul Islam ne refusant jamais d'exaucer les moindres caprices de sa fille chérie, un caïque à 3 paires de rames, peint de couleur brune, liseré d'or, et ayant à l'arrière un tapis de velours rouge, dont la frange effleurait l'eau, attendait au pied du konak que la Hanoum daigna y prendre place. Les caïkdjis, vêtus d'un pantalon blanc bouffant et d'une chemise de fil de brousse coiffée d'un fez écarlate, étaient assis sur la peau de mouton qui leur sert de coussin, la gaffe en main, retenant au bord du quai la légère embarcation. Le Bosphore, toujours si beau sous ses aspects différents, était ce jour-là d'un bleu méditerranéen. C'est à peine si quelques flots ondulaient à sa surface moirée, que des troupes de dauphins coupaient de leurs robes bronzées dans les joyeuses rondes qu'ils font en suivant les caïques. Gül Hanım parut vers 10 heures du matin sur le quai qui borde le konak. 3 esclaves la suivaient. Nazik, la nourrice, la précéda dans la caïque et l'aida à y descendre. Elles s'assirent sur les coussins de satin tandis qu'un petit eunuque s'accroupissait à l'arrière. Les ombrelles aux nuances claires, les ferragés de soie, formaient un délicieux ensemble de couleurs tendres dans le cadre bleu de la mer. On eût dit de ce caïque élégant, fendant l'eau avec une rapidité que les vapeurs seules égalent, la poésie suivante d'une poète européenne. Caïque ravissant à la conque légère, peint de riantes couleurs, vous semblez de doux nids flottant avec mystère ou des vases remplis de fleurs. À peine touchez-vous l'onde du bout des ailes, vous volez. Riant de l'écueil et la beauté repose en vos abris fidèles, narguant le gouffre avec orgueil. Au moment où le caïque quittait le quai de Beşiktaş, la fenêtre du cheikh Ul Islam s'ouvrit et le vieillard s'y accouda à côté d'un jeune homme pâle. Tous deux suivirent des yeux avec autant d'attention la fine embarcation qui s'éloignait rapidement. Le père et l'amant avaient dans le regard la même expression de tendresse. Gül Hanım les vit, et portant sa main gantée à ses lèvres et à son front, elle salua les 2 hommes qui eurent chacun un sourire. Le caïque passa devant Beberbe, le village d'Asie où Abdulaziz, c'est-à-dire le frère du sultan, devait faire bâtir plus tard un si beau palais. Il traversa ensuite les 2 Hisar, tours démantelées, dans lesquelles les Turcs ont bâti leur demeure, se servant des créneaux centenaires comme piédestal à leur fragile maison de bois. Puis vint Emirgan, campagne privilégiée du vice-roi d'Égypte, et, laissant sur sa gauche Yenikei et Térapia, les villages européens, le caïque aborda en face, à Beykoz. Déjà, nombre de caïques étaient amassés
aux abords d'une Kiar Isleesi. Les Hanoum qui vont déjeuner sur l'herbe sont matinales comme les enfants un jour de vacances. Gul Hanoum resta quelques instants au konak paternel, le temps de manger du caviar frais, des olives noires, du pilaf et des fruits, collation préférée des femmes turques, et de se mirer dans une glace pour y attacher méthodiquement les plis de son fin yakmak. Ensuite, elle fit avancer une voiture à bœufs, chariot de bois recouvert d'une tente ronde, où l'on entasse des tapis, des coussins, et que traînent lentement 2 buffles noirs, aux colliers de verre de couleur, aux longues cornes enrubannées. Cet attelage, le seul qu'on pût se procurer à Béikos, devait mener les jeunes femmes au Mont Géant. L'Arménienne Nazik avait cédé sa place et confié la garde de Gul Hanoum à des voisines de campagne qui étaient venues saluer la jeune fille. La nourrice devait rester pour préparer leur installation du soir dans le grand konak, depuis 1 an inhabité. Gul Hanoum paraissait d'une gaieté folle. En vérité, elle était nerveuse, agitée. À mesure qu'on s'approchait de Tokate, elle se sentait plus émue. Était-ce donc une mauvaise action qu'elle allait commettre? Le sultan l'attendait-il? Ou lui enverrait-il seulement un message? Elle redoutait sa vue. Et cependant, pour le voir encore, n'allait-elle pas mentir à son père et à ses esclaves? La vallée de Béikos avec ses hauts platanes, son herbe épaisse émaillée de groupes de femmes turques, et son large chemin sablé qui conduit en tournant au sommet du mont Géant, n'occupait guère la pensée de Gul. Elle cherchait un prétexte pour s'éloigner de ses compagnes, pour entrer seule dans le kiosque de Tokate, dont on apercevait déjà à travers un rideau de verdure les murs blancs et le toit festonné. Appuyées aux parois du chariot, tapissées de longs coussins de velours et d'épais tapis, les jeunes femmes fumaient leurs cigarettes, le yakmak abaissé jusqu'au menton, discutant sur l'endroit où elles feraient leur repas. Fallait-il s'arrêter au pied de la montagne ou s'installer sur son plateau à 2 pas de la mosquée, d'où l'on embrasse la moitié du Bosphore et l'embouchure de la mer Noire? Ce dernier emplacement remporta les suffrages des Hanoum, qui choisissent toujours, pour passer leur journée, les sites les plus pittoresques et les plus poétiques. Ne pouvant être vues, elles ont au moins la compensation d'admirer un beau panorama. Il me semble qu'avant de nous rendre au Mont Géant, nous ferions bien de nous arrêter un instant à Tokate, dit Gul Hanoum. Je serais curieuse de visiter le pavillon que ce pauvre Faïd Bey a vu bâtir et dont il fait un si grand éloge. Oh, il n'a rien d'extraordinaire, je vous le promets, répondit une voisine. Je l'ai déjà parcouru de la cave au grenier, sans rien y trouver de magnifique. D'abord, c'est tout petit, reprit une autre. 2 chambres en bas, autant en haut, peu de meubles et un jardin sans fleurs. C'est égal. Je voudrais bien y aller, ne fût-ce qu'un instant, murmura Gul Hanoum. Je vous rejoindrai dans le labyrinthe. Les bœufs montent si lentement que j'arriverai avant vous sur la plateforme. Faites ce qu'il vous plaira, Hanoum. En tout cas, prenez une esclave avec vous, la petite Néphissé, par exemple. Et n'oubliez pas de donner un bakchik aux aptiers. Je n'en aurai garde. Gul Hanoum, en disant ces mots, sauta lestement hors du chariot qui continuait son ascension et la petite Néphissé se mit à courir pour suivre sa jeune maîtresse. Elles franchirent toutes 2 la grille dorée qui entourait Tokate et pénétrèrent dans le jardin sans rencontrer âme qui vive. Chapitre 26. Les sultans ottomans se sont fait construire des palais ou des kiosques dans les sites les plus enchanteurs du Bosphore. Ils peuvent ainsi, sans quitter leur capitale, varier à l'infini le cadre qui les entoure. Le vieux sérail, promontoire imposant, s'avance entre la Corne d'Or et la Marmara. Pour ceinture, il a des murs fameux,
fortifications crénelées aux tours moussues, dont les pieds se baignent dans la mer et dont la crête disparaît sous les rameaux du lierre. Ces murailles, qui entourent depuis des siècles ce trop célèbre repère d'intrigues amoureuses et guerrières, ont vu bien des têtes orner leurs créneaux vermoulus. Ni l'âge ni la beauté n'étaient épargnés. Le sang vermeil d'une jeune esclave y ruisselait à côté du sang noir d'un vieux guerrier. Mais la pluie et le temps se sont chargés de laver les murs et d'amener l'oubli des crimes. Après le vieux sérail, qu'un incendie devait purifier de ses flammes, vient le palais de Dolmabahçe, situé sur la rive d'Europe, juste en face de la Marmara. C'est une construction moderne, surchargée de sculptures blanches, dans lesquelles habitent les cormorans et les hirondelles, si bien que lorsqu'une nuée de ces oiseaux quitte son nid de pierre, on dirait que ce sont les sculptures qui s'envolent. Au fond de la vallée des Tilleuls, perdue entre deux collines agrestes, est bâti Flamour, délicieux temple de marbre, ombragé de verdure, bosquet de fleurs qui, au printemps, parfument tous les alentours. Puis viennent les palais des eaux douces, l'un situé en Europe, non loin d'Eyoub, dans un vallon sauvage et pittoresque, l'autre en Asie, kiosque ravissant ayant pour tapis la prairie la plus veloutée et la plus fleurie. Un vrai tapis de Smyrne tissé par la nature. Béikos, château de briques rouges, formant presqu'île et entouré de hautes terrasses, que le vice-roi d'Égypte offrit à son suzerain comme un cadeau digne de lui. Il y a encore Beylerbeyi, Chamilija, Alemdag, Yenikewi, le Calender, etc. Autant de palais somptueusement meublés qui attendent la visite de leur padishah ennuyé. Enfin, Tokat, petit chalet abrité par de hautes montagnes abruptes, perdu, oublié dans un recoin sombre de cette terre d'Asie. Réduit triste et silencieux, où la vue est bornée de toutes parts, et où malgré soi le cœur se serre. Il fallait être triste et blasé, comme Abdul Medji, pour choisir un endroit si isolé, sans horizon, sans verdure, presque sans jour. De hauts platanes entouraient Tokat d'un épais rempart où nul œil indiscret n'aurait pu plonger, où le soleil pouvait à peine glisser entre les feuilles. En entrant à Tokat, silencieux et inhabité, Gül Hanım se sentit péniblement impressionné. Quoi? Était-ce en un lieu aussi sévère que le sultan lui donnait rendez-vous? Oubliait-il donc qu'elle avait 16 ans et qu'un pareil tableau ne pouvait lui plaire? Elle eut un instant la pensée de retourner en arrière, de rejoindre ses compagnes folâtres qui gravissaient le mont géant ensoleillé. De temps en temps, on entendait une exclamation joyeuse s'échapper de la route qui longe le chalet. C'étaient de gaies musulmanes se rendant sur la montagne, femmes insouciantes,
n'ayant point de soucis dans l'âme et de chagrin au cœur, comme Gul, pauvre Gul. Elle était bien troublée en suivant les allées sablées. Plus elle s'approchait du pavillon, plus son pas ralentissait. « Néphissé, dit-elle à son esclave avant de franchir la porte du chalet, va donc me cueillir des narcisses au bord de l'eau là-bas. J'en vois une quantité innombrable. Et, pendant que je visiterai le kiosque, tu pourras faire une ample provision. Va, mon enfant, ne t'inquiète pas de moi, je reviens à l'instant. » La petite circassienne, habituée aux ordres parfois bizarres de Gul Hanoum, n'en demanda pas davantage. Elle s'accroupit sur l'herbe et se mit en devoir d'arracher le plus de fleurs possible. Gul, inquiète de ne voir personne, s'arrêta un instant dans la pièce qui servait d'entrée. C'était une belle chambre carrée, haute de plafond, ornée de mosaïques. Le plancher était couvert de fines nattes, des sofas très bas, en damas de soie, se trouvaient placés au-dessous des fenêtres grillées. La jeune fille embrassa d'un coup d'œil cette pièce déserte et fit quelques pas encore dans la direction d'une porte entrebâillée. Que voulait dire cette solitude ? On se serait cru dans un de ces palais enchantés, abandonnés aux esprits fantastiques, que nul mortel ne doit franchir. Le sultan avait-il oublié la promesse qu'elle lui avait faite ? Était-elle bien réellement seule au chalet ? À ce moment suprême, où elle obéissait aveuglément à un sentiment coupable, la jeune fille désirait presque que le sultan ne se trouvât pas là. Les âmes pures ont, même dans les plus grandes passions, dans la plus profonde ivresse, la notion exacte du mal qu'elles commettent et se débattent sans cesse contre le courant perfide qui les entraîne. Gul Hanoum venait de soulever le rideau de Perse qui séparait la chambre d'entrée d'une autre pièce meublée à la franque, lorsqu'une voix douce, une voix d'enfant, l'appela par son nom. Gul se retourna et fut tout étonné de voir une petite esclave d'une dizaine d'années, presque agenouillée à ses pieds et baisant avec componction le bas de son féredjé de soie blanche. « Que me veux-tu » demanda la fille du cheikh Ulislam. « Sa Majesté vous prie de me suivre, noble Hanoum, répondit la fillette. Elle est si souffrante qu'elle n'a pu se rendre au-devant de vous, ainsi qu'elle le désirait. Venez, Sa Majesté est au jardin. » Rassuré par la voix de cet enfant, qui ôtait à son entrevue avec Abdul-Medji toute idée de rendez-vous amoureux, Gul Hanoum prit la main de l'esclave dans la sienne et sortant du chalet par une porte opposée à celle où elle y était entrée, se trouva au bord d'un petit lac encadré de verdure. Sous un saule pleureur, dont les branches s'abreuvaient dans l'eau limpide, se trouvait un banc rustique. Abdul-Medji était assis, enveloppé dans un cafetan de drap sombre doublé de rouge. Car, malgré les chauds rayons du soleil de juin, le sultan grelottait. Il était pâle, affaibli, sa physionomie délicate et correcte était devenue presque diaphane. Ses yeux, agrandis par la fièvre, avaient seuls en eux la vie qu'il abandonnait. Gul Hanoum, en le voyant si changé, si près de sa fin, ne regretta plus d'être venue. Seulement, elle ne put s'empêcher d'éclater en sanglots en tombant à ses pieds. Quel triste réveil après le beau rêve qu'elle avait fait. Tandis que la petite esclave rejoignait Néphissé et cueillait avec elle des narcisses, le sultan prit les mains de Gul dans les siennes. Dans ses mains glacées, les doigts tièdes de la jeune fille se crispèrent douloureusement. « Ma bien-aimée, ma chère Gul Hanoum, lui dit-il avec une expression de tendresse infinie, pourquoi pleurer ? Ne saviez-vous pas que cette entrevue devait être la dernière ? Je le sens. Je n'ai que quelques heures à vivre. Je bénis Allah de me donner auprès de vous un avant-goût du paradis. Vous m'avez cru jeune, vous m'avez cru libre, lorsque nous chevauchions tous deux côte à côte, chassés par un orage qui ne devait atteindre que moi. Dites, ce n'était pas le malheureux Abdul-Medji que vous croyiez connaître alors. Je l'avoue, répondit Gul, essuyant ses beaux yeux sur les mains qui la retenaient captive.
J'ai cru que vous étiez un ange, un envoyé céleste. C'est ainsi que je vous ai aimé. Vous ne vous trompiez pas de beaucoup, dit tristement le sultan. Je suis si près d'aller au ciel. Écoutez-moi, Gül Hanoum. Je veux chasser les pensées profanes que pourrait encore m'inspirer votre beauté parfaite. Je ne veux désormais être pour vous, vivant ou mort, que l'ange protecteur qui vous était apparu. Tenez, asseyez-vous près de moi. Je ne puis vous voir à mes pieds. Je voudrais tant pouvoir me mettre au vôtre. La jeune fille se releva, prit place sur le banc, à côté d'Abdul-Medji, qui continua. Pour la femme, être faible, confiant, naïf, il n'existe qu'un bonheur sur terre, être aimé. Aimé par une âme virile qui soutient la sienne, par un esprit sérieux qui guide ses idées frivoles et en fait germer de saintes pensées. Une femme aimante, sous la tutelle d'un époux comprenant ses devoirs, devient une mère de famille accomplie, et ne cherchez plus hors de sa demeure le bonheur qui y règne. Je ne comprends pas, sire, pourquoi vous me dites ces choses, demanda timidement la jeune fille, qui ne devinait pas où le sultan voulait en venir. Voudriez-vous faire allusion au prochain mariage de Djellal Bey avec ma cousine? Non, Gül, ce n'est pas à eux que je pense. Quelque cher que me soit Djellal Bey, il n'a pas, comme vous, ma dernière, mon unique pensée. Comment? C'est de moi dont vous parlez? Quand vous dépeignez ainsi les joies de l'hymen? Ignorez-vous, Majesté, que jamais plus mon cœur ne battra pour un homme quand le vôtre aura cessé de battre? L'expérience est une sévère institutrice, qu'on ne connaît bien que lorsque ses leçons deviennent inutiles. Ce n'est pas à 16 ans qu'on peut faire des serments. Grâce au ciel, vous m'oublierez bien vite. Jamais. Un amour fait oublier un autre amour, souvenez-vous de ces paroles. Il est un homme qui, après moi, vous aime comme un fou. Faïd Bey sauva votre père. Ai-je besoin de vous le nommer? Eh bien, c'est à lui que vous donnerez cette main chérie, pour laquelle j'échangerai ma part d'éternité. Abdul-Medji, disant ces mots, baisa tendrement la main de Gül Hanoum. Vous connaîtrez avec lui le bonheur, il est bon, loyal, digne de votre affection. Quant à moi, je songerai à sa fortune. Sire, pour l'amour d'Allah, voulut insister la jeune fille, dont les yeux se mouillaient de larmes. Pensez quelquefois à votre bon ange, Gül, ma bien-aimée. Dites-moi adieu. Mes agas vont venir. Gül se leva, chancelante, regarda un instant les yeux du sultan, ses beaux yeux tristes, éloquents, dans leur muet langage, et par un sentiment de tendresse, plus irréfléchi que volontaire, présenta son front aux lèvres d'Abdul-Medji. Au revoir, lui dit-elle en s'éloignant furtivement. Adieu, et pour toujours, supplia le sultan. Gül venait à peine de rejoindre Néfissé, que sa majesté perdait connaissance dans les bras de Vassif, son aga. Cet évanouissement devait être le prélude de sa mort. Chapitre 27. Du haut du mont Géant on jouit, je l'ai dit, du plus beau point de vue. Le sommet de la montagne, uni, gazonné, ombragé de grands platanes, ressemble à un décor de village turc. À gauche, la mosquée où est enseveli, dit-on, le pied du géant qui, assis commodément sur la montagne, baignait ses pieds dans la mer. À droite, un cafédji ambulant distribue des bancs aux consommateurs et au fur et à mesure qu'ils arrivent, ayant soin d'en réserver un pour poser le plateau dans lequel il apportera le café, les loukoums ou le raki, les seuls rafraîchissements qu'on trouve en Asie. Entre la mosquée et la baraque du cafédji sont éparpillés des groupes de femmes turques, accroupies sur des nattes de paille, l'ombrelle ouverte, les babouches amoncelées dans un coin, fumant, mangeant, dormant, rêvant fort peu, parlant encore moins. Les poètes européens
nous dépeignent l'oriental sous des couleurs tellement fantaisistes, tellement imaginaires que bien étonné serait celui, ou plutôt celle, qui, connaissant la langue turque et menant quelque temps la vie de harem, voudrait faire entre les héroïnes de nos auteurs et les Turcs actuels une comparaison quelconque. Il n'existe entre elles aucun rapport. Trop sensuelle pour être capable de ressentir un sentiment profond, trop craintive pour être sincère, trop gâtée pour n'être point despote. Les femmes turques, à quelques exceptions près, sont de grands enfants terribles, pleins de caprices, de terreur, de naïveté, de malice. Un être incompréhensible qu'on adore quand même et qu'on ne peut respecter. Gül arriva, essoufflé sur la montagne, et vint s'affaisser sur les tapis qu'avaient étendus ses compagnes. Trop émue pour pouvoir parler, elle mit sur le compte d'une course rapide la sueur qui perlait son front et le bouleversement de son joli visage enflammé. « Je vous demande un peu, chère Hanoum, quel besoin vous aviez de courir ainsi ? Vous êtes en transpiration, prenez garde au moins de vous refroidir, dit la plus âgée des femmes. Passez ce châle sous votre féredjé. C'est insensé de se mettre dans cet état. Allah me pardonne, on dirait que vous avez pleuré. Pas le moins du monde, ne vous inquiétez pas de moi. Néfissé, une cigarette et une tasse de café. Je vais faire 1 heure de sieste pour me reposer. La jeune fille, ne pouvant autrement dissimuler son émotion, recouvrit sa tête d'un pan de son féredjé et s'appuyant sur le genou d'une de ses esclaves, elle feignit dormir. 2 heures se passèrent ainsi. Pendant que Gül songeait tristement à Abdülmecid, les esclaves et les hanoums confectionnaient les couronnes avec les narcisses cueillis à Tokaté. Tout à coup, Gül parut se réveiller en sursaut, tiré de son sommeil par les cris d'une foule de corbeaux qui, à l'approche du crépuscule, sortaient de leur nid et voletaient au sommet des arbres en croissant. Maudite journée, pleine de douleur et de mauvais présages, s'écria la jeune fille en se soulevant. Ces oiseaux de deuil n'auront-ils pas bientôt fini de chanter ainsi, appelant la mort qui arrive sur leurs ailes noires ? Qu'avez-vous, Gül Hanoum demandèrent les voisines surprises de ce brusque réveil. Vous aurez eu un cauchemar, calmez-vous. Il n'est rien de plus mauvais que de dormir ainsi en plein air. Le conducteur du chariot étant venu dire que l'heure lui paraissait convenable pour rentrer, les femmes montèrent dans la lourde voiture. C'était un fort beau chemin que celui qu'on descendait en contournant la montagne, un chemin étroit, coupé à pic dans les buissons de fougères et de genêts fleuris, auxquels se mêlaient les mûriers, le houblon, le jujubier au feuillage délicat, le grenadier, et l'arbre de Judée couvert de pétales roses. Et quel magnifique panorama on embrassait de ce labyrinthe verdoyant. Tantôt les montagnes bleuâtres de l'Asie, dont la plupart sont incultes, grandes vagues qui ondoient jusqu'aux nues, ou bien une échancrure du Bosphore limpide apparaissait, encadrée par la verdure de la montagne. Gül Hanoum écoutait machinalement le babil de ses compagnes, ne se soulevant du chariot que pour suivre des yeux tocatés dont on apercevait en tournant le toit dentelé et les murs jaunes. « Tenez, dit-elle soudain, interrompant une jeune femme qui racontait les détails d'un riche mariage célébré nouvellement. Regardez le toit du chalet. Eh bien, il est couvert de corbeaux. Allah me protège. Dans quel émoi vous mettent ces oiseaux, ma chère Gül ? Ne sont-ils pas libres d'aller où ils veulent ? D'abord, Sa Majesté n'est point à Tokaté, et le mauvais augure ne peut être pour elle, dit une des voisines. Hélas, soupira Gül. Et les mains croisées sur son cœur palpitant,
Elle pria tout bas Allah d'avoir pitié du sultan. Le chariot avait descendu le labyrinthe et allait côtoyer les grilles de Tokate quand le conducteur, qui précédait les 2 buffles aux allures lentes, arrêta subitement son attelage. La route, tout à l'heure solitaire, était remplie par la troupe des militaires casernés à Beykoz, empêchant les voitures de passer. Des centaines de chevaux sellés se trouvaient attachés aux grilles, et dans les environs étaient arrêtés des équipages à la livrée de sultan. À travers les rideaux de feuillage qui entouraient Tokate, on apercevait des lumières scintillant par toutes les fenêtres du chalet. Des allées et venues d'officiers faisaient crier le sable du petit jardin. Des estafettes partant au grand galop se détachaient à chaque instant du groupe des cavaliers pour voler dans la direction de Beykoz. « Il est arrivé un malheur » s'écria Gul avec angoisse. « Que dites-vous ? Sa Majesté est arrivée à Tokate, et il va falloir prendre un autre chemin, voilà tout » dit tranquillement la plus âgée des Hanoum. Le conducteur venait de faire tourner le chariot et s'apprêtait à suivre une route opposée à celle qui conduisait au chalet, quand Gul Hanoum, sortant la tête de la voiture et avisant un officier qui passait, lui dit en joignant les mains : « Par pitié, Effendi, donnez-moi des nouvelles de Sa Majesté. » « Vous êtes bien indiscrète, Hanoum, répondit-il, et il passa rapidement.